Si j'avais su qu'une simple tasse de café pouvait réduire en cendres 65 ans de dignité, je serais restée au lit ce matin-là. J'étais assise tranquillement à la table du petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée de ma fille, Chloé, un mug chaud entre mes mains. Elle venait de préparer une nouvelle cafetière, trop corsée, comme son mari l'aimait. Je pensais que ce serait une matinée tranquille. Je pensais être en sécurité. Mamie, a dit mon petit-fils Lucas, d'un ton désinvolte, comme s'il me demandait de lui passer le beurre. Je peux encore t'emprunter ta carte de crédit? Il y a un truc dont j'ai besoin pour mon installation de gaming. C'est seulement 5000 €. Je n'ai même pas scié. J'ai juste dit non. C'est à ce moment-là que Chloé a craqué. Elle n'a pas crié tout de suite. D'abord, elle a laissé le silence s'installer entre nous, épais et vénéneux. Puis, sans crier gare, sa main s'était lancée vers moi non pas pour frapper. Non, elle n'était pas si audacieuse. Mais elle a fait pire. Elle a renversé ma tasse de café brûlant directement sur mes genoux. J'ai suffoqué, bondi sur mes pieds, la céramique heurtant le sol et se brisant. Le liquide a imprégné mon fin pantalon de pyjama. Mes cuisses me piquaient. Ma dignité s'est ratatinée. Chloé n'a même pas cligné des yeux. Si tu comptes être aussi égoïste, alors il est peut-être temps que tu partes, a-t-elle dit, en croisant les bras comme si elle énonçait une nouvelle directive d'entreprise. Soit tu donnes à Lucas ce dont il a besoin, soit tu te trouves un autre endroit où vivre. On ne gère pas une œuvre de charité, maman. Ce mot, charité, m'a frappé plus durement que le café. Je suis restée là, dégoulinante, brûlée et silencieuse. Nos regards se sont croisés, et un instant, j'ai cru voir une lueur de culpabilité. Mais non, c'était du calcul. J'étais mesurée, pesée, et jugée encombrante. 5000 €, ai-je répété, la voix calme mais tremblante. Pour qu'un enfant s'achète des gadgets. Les lèvres de Chloé se sont retroussées. Ce n'est pas grand-chose. Tu as de l'argent. Tu es assise dessus depuis que papa est mort. Je ne vois même pas pourquoi tu fais des difficultés. Je paie les factures de cette maison, ai-je dit doucement, et je ne t'ai jamais demandé une seule fois de payer mes ordonnances. Elle a levé les yeux au ciel. Tu as de la chance que je te laisse rester ici après ton opération. Tu te souviens? Tu ne pouvais même pas marcher sans aide. J'ai géré toute ta vie, et maintenant ça? J'ai eu envie de hurler, non seulement de douleur, mais de trahison. Il ne m'aidait pas. Il se positionnait. L'aide de Chloé venait avec des conditions, non, avec des cordes. Invisibles au début, puis serrées, puis coupant la circulation. Et à cet instant, j'ai compris que ce n'était plus ma fille, pas vraiment. C'était quelqu'un qui me voyait comme un levier, une ressource, une vieille femme têtue qui avait dépassé son utilité. Derrière elle, Lucas avait l'air de s'ennuyer, s'attendant toujours à recevoir la carte. Mes mains tremblaient tandis que je prenais une serviette en papier pour tamponner mes jambes. Personne n'a bougé pour m'aider. Ma respiration était courte. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Chloé a croisé les bras et a ajouté, avec ce même sourire cruel, « Soit tu donnes la carte, soit tu es parti d'ici à la fin de la journée. » Voilà, ce n'était pas une demande, c'était une menace. J'ai baissé les yeux vers le café renversé qui formait une flaque autour du mug brisé. L'un des morceaux avait atterri près de mon pied, un petit éclat dentelé avec un motif floral, un fragment de quelque chose qui avait été beau. Tout comme moi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché lentement jusqu'à l'évier, j'ai rincé mes mains brûlées sous l'eau froide et j'ai fermé le robinet. Puis j'ai parlé, je serais partie avant le coucher du soleil. Chloé a cligné des yeux. Je pense qu'elle s'attendait à plus de résistance, mais ce qu'elle ne savait pas, et ce dont je me suis enfin souvenu, c'est ceci. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse, et certaines dettes ne se paient pas avec de l'argent, mais avec du silence et un point final. La porte s'est refermée derrière moi, et je me suis retrouvée seule dans la chambre d'amis. Mes jambes me piquaient encore, mais la vraie douleur ne venait pas du café. Elle venait de savoir qu'elle le pensait. Elle voulait que je parte, non pas parce qu'elle n'avait pas les moyens de me garder, mais parce que je n'étais plus utile. Je me suis assise sur le bord du lit, mon lit, celui dans lequel j'avais dormi après ma prothèse de hanche, celui dans lequel Chloé m'avait bordé chaque soir au début, comme si j'étais encore sa mère, et non son fardeau. Elle avait insisté pour que je reste avec eux, qualifiant cela d'arrangement temporaire. Je n'avais pas discuté, j'étais reconnaissante, stupidement reconnaissante. Maintenant, je voyais la situation pour ce qu'elle était, un piège. Elle gérait mes ordonnances, mes listes de courses et mes factures par commodité. Elle disait qu'elle s'occuperait de mes affaires bancaires pour que je puisse me reposer.
Elle disait aux voisins que j'étais trop fatiguée pour voir du monde, alors qu'en vérité, elle ne me disait même pas quand il passait pour prendre de mes nouvelles. Et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé m'aider à me délester de ma propre indépendance. Je me suis déplacée lentement vers le placard. Ma valise était encore sur l'étagère du haut, poussiéreuse mais intacte. Je l'ai descendue prudemment, m'agrippant au bord de la commode pour garder l'équilibre. Ma hanche me faisait mal, mais je n'ai pas grimacé, je n'ai pas gémi. La douleur m'était familière. Ce qui faisait plus mal, c'était que personne n'est frappé. Personne n'est venu voir comment j'allais. Chloé avait crié dans la cuisine assez fort pour que tout le quartier l'entende, et Lucas m'avait regardé tressaillir, me figer et chercher mes mots, mais il s'en fichait, pas assez pour me suivre, pas assez pour adoucir le coup. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais cachée là il y a des mois, sous le linge de rechange, des copies de mon acte de naissance, de mes cartes de mutuelle, un relevé de mon RIB. Je ne savais pas vraiment pourquoi je les avais mises de côté à l'époque, mais maintenant, tout prenait sens. Une partie de moi avait toujours su que ce moment viendrait. En faisant ma valise, je n'ai fait aucun bruit, pas de sanglots, pas de murmures. J'ai plié chaque vêtement avec des mains fermes. J'ai roulé ma pochette à bijoux, juste des pièces de fantaisie et une bague de perles de mon défunt mari, mais c'était à moi. À moi. Depuis le couloir, j'entendais le faible bourdonnement de la télévision. Chloé était revenue à sa routine habituelle, regardant une de ces émissions de rénovation qu'elle prétendait toujours que je ne comprendrais pas. Lucas était probablement dans sa chambre, casque sur les oreilles, en train de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre en ligne. J'ai fermé la valise et je me suis rassise un instant. Mes yeux ont balayé la pièce. La photo encadrée de Chloé et moi à sa remise de diplôme était toujours sur la commode. Elle avait insisté pour que je sois sur cette photo. J'y avais l'air fière. Je n'étais pas fière maintenant, j'étais réveillée. La poignée de la porte a tourné brièvement, puis s'est arrêtée. Il m'entendait faire ma valise mais ne se souciait pas assez d'ouvrir, ou peut-être espérait-il que je disparaisse. Je me suis assise, valise à mes pieds, le cœur battant comme si j'étais de nouveau aux urgences, en attente d'un diagnostic. Mais j'en avais déjà un, je n'étais pas brisée, j'étais mise au rebut, et cela signifiait que j'étais libre. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à trouver le nom que je n'avais pas utilisé depuis des mois. Gérard M., avocat à la retraite, mon voisin, autrefois un ami, toujours bienveillant. J'ai appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Éléonore, a-t-il dit. Tout va bien. Non, ai-je répondu, la voix ferme, mais ça va aller. Le silence s'est installé après avoir raccroché avec Gérard, un silence trop pesant. Ce genre de silence strident qui n'existe que dans les maisons où l'amour a autrefois vécu. Je me suis rassise, une main sur ma valise, l'autre effleurant le bord de la table de chevet où se trouvaient habituellement mes lunettes de lecture. Mais je n'avais pas lu depuis des semaines, pas depuis la dernière fois où je m'étais sentie comme une personne dans cette maison, au lieu d'un article d'inventaire. C'est là que j'ai remarqué quelque chose, mon sac à main. Il était plus léger que d'habitude. J'ai ouvert la poche avant, pas de portefeuille, pas de carte bancaire, pas de carte d'identité. Mon cœur a raté un battement. J'ai ouvert la deuxième fermeture éclair, puis la troisième, rien. Mon doigt s'est mis à trembler alors que je m'asseyais sur le bord du lit et que je vidais son contenu. Des bonbons à la menthe, des mouchoirs, un vieux rouge à lèvres, pas de carte, pas de portefeuille, rien. Je l'avais hier, j'en étais sûre. Je l'avais utilisé pour acheter ma pommade à la pharmacie. Chloé m'avait conduite et avait insisté pour tenir mon sac pendant que je marchais plus lentement. Je pensais qu'elle était gentille. Non, elle créait une opportunité. Je pouvais entendre sa voix maintenant, il y a des mois, si désinvolte à l'époque. Laisse-moi m'occuper de tes factures, maman. C'est plus simple si tout passe par un seul compte. Je vais mettre en place des prélèvements automatiques. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Concentre-toi juste sur ta guérison, d'accord? Alors je l'ai laissé faire. J'ai cédé l'accès, les mots de passe, les comptes. J'ai fait confiance à ma fille, et maintenant je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais vu un relevé de compte à mon nom. Elle avait commencé à tout dématérialiser, encore une fois pour simplifier. Quelle idiote j'avais été. Les mots me sont montés à la gorge comme de la bile. Ils aimaient mon argent plus que moi. Je n'étais pas de la famille. J'étais une ligne de budget. Je me suis dirigée lentement vers la commode et j'ai ouvert le deuxième tiroir. J'y gardais un petit carnet, le genre que j'utilisais pour faire des listes de courses quand je vivais seule. Sur la dernière page, j'avais griffonné mes numéros de compte il y a des mois, juste au cas où. J'ai fixé les chiffres familiers,
Les miens, mais quand avais-je vu pour la dernière fois la carte qui leur correspondait? J'ai vérifié la boîte à bijoux, sous le matelas, même dans ma vieille Bible rien. Il ne s'était pas contenté de demander mon argent. Il l'avait pris. Je me suis rassise sur le lit, prise de vertige. La brûlure du café s'était estompée. Maintenant, c'était quelque chose de plus froid qui me brûlait de l'intérieur, une humiliation qui avait un goût de rouille au fond de ma gorge. Et voici ce qui rendait les choses pires. J'avais laissé faire. Je l'avais laissée devenir ma gardienne. Je me disais qu'elle m'aidait, qu'elle prenait ses responsabilités. Mais non, elle prenait le contrôle, devant moi, sur moi, autour de moi. Je ne l'avais pas vue clairement jusqu'à cet instant. J'étais trop fatiguée pour jouer, pas quand elle interceptait les appels de ma banque, pas quand elle commençait à préapprouver mes commandes Amazon comme si j'étais une enfant. Elle avait verrouillé les portes doucement, une par une, jusqu'à ce que je n'ai nulle part où aller. C'est cette partie qui a failli me faire pleurer. Je n'étais pas faible, j'avais survécu à 30 ans aux urgences, à la mort de mon mari, et à une hanche qui s'était brisée comme du verre. Mais je n'avais pas survécu à ça avec grâce. J'ai regardé à nouveau la photo encadrée de Chloé et moi, celle de sa remise de diplôme. Elle arborait ce même sourire suffisant à l'époque aussi, bien avant que je sache que certaines filles ne grandissent pas pour vous aimer en retour, elles grandissent juste pour utiliser votre ombre. Le téléphone a vibré. C'était Gérard, un texto, je suis dehors, prêt quand tu le seras. J'ai fixé l'écran, puis les morceaux de confiance brisés éparpillés invisiblement dans la pièce. Je ne quittais pas seulement une maison aujourd'hui, je quittais le mensonge que je comptais encore pour elle. Au moment où j'ai ouvert la porte, Gérard était déjà à mi-chemin de l'allée, une sorte d'urgence calme dans sa démarche. Il portait son habituel coupe-vent bleu marine et un solide sac en toile, comme si nous partions simplement pour un pique-nique. Il n'a pas posé de questions. Il ne m'a pas dévisagé comme si j'étais brisée. Il a juste dit « Vous êtes prête ?» J'ai hoché la tête. La maison derrière moi était toujours silencieuse, aucune porte ne s'ouvrant, aucun pas ne se précipitant pour m'arrêter. Ce silence, c'était la preuve qu'il pensait que je ne partirais pas, que je ne le pouvais pas. Gérard a pris ma valise et a délicatement retiré le plus petit sac de mon épaule. « Vous avez tout ?» a-t-il demandé alors que nous atteignions sa voiture. « Tout ce qui m'appartient encore, » ai-je dit. Il a ouvert la portière passager. « Attention à votre hanche. » Cette seule phrase a failli me briser, non pas parce qu'il était gentil, mais parce que j'ai réalisé depuis combien de temps personne n'avait été gentil sans contrepartie. Le trajet a commencé en silence. J'ai regardé les rues défiler, chaque virage m'éloignant un peu plus de la maison qui avait cessé d'être un foyer le jour où Chloé avait commencé à calculer ma valeur comme une facture mensuelle. À mi-chemin de la ville, Gérard a finalement parlé. « Vous savez, » a-t-il dit, « je vous ai vu pleurer la semaine dernière. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Il ne m'a pas regardé, gardant les yeux sur la route. Sur le balcon, vous étiez assise très immobile, tenant ce petit oiseau en céramique. Je ne voulais pas m'immiscer. Je ne me souvenais même pas de l'oiseau ni d'avoir pleuré. J'imagine que j'ai commencé puis je me suis arrêtée. C'était comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre, une vie plus petite. J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand je ne vous ai plus vu à la bibliothèque. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point l'isolement était allé loin. Chloé n'avait pas seulement pris mon argent, elle avait pris mes routines, mes amitiés, ma liberté de marcher 2 rues pour boire un mauvais café dans un gobelet en carton en bavardant avec les dames retraitées de la chorale. Elle ne m'avait pas enfermée dans une chambre, elle avait juste rendu le reste du monde plus difficile à atteindre. « Vous n'êtes pas la première que j'aide de cette façon », a dit Gérard calmement. « Des personnes âgées qui se font gérer jusqu'à perdre leur autonomie. Ça arrive plus souvent que les gens ne veulent l'admettre. » Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas, car j'étais trop occupée à retenir mes larmes comme si elles étaient précieuses. « J'ai passé quelques appels ce matin, » a poursuivi Gérard. « Il y a un endroit que je pense que vous aimerez, une résidence pour seniors avec des logements indépendants. Vous aviez mentionné une fois que vous aimiez celle avec le bassin de carpe koi. » Je me suis tournée pour le regarder. « Cet endroit est trop cher. J'ai vu les brochures avant. Chloé a dit que ce n'était pas réaliste. Chloé a aussi dit que vous aviez besoin d'aide pour commander vos propres chaussettes, a-t-il dit sèchement. Ne lui donnez pas une autorité qu'elle n'a jamais méritée. » Cela m'a fait sourire, à peine. Il a attrapé une fine chemise cartonnée dans la console latérale. « Commencez par ça, juste quelques brochures. Oh, et nous parlerons aussi à un conseiller en protection financière.
Si ce que vous dites à propos de la carte disparue est vrai, nous devrons peut-être agir plus tôt que prévu. J'ai senti un poids dans ma poitrine, pas de la panique, ni même de l'effroi, juste le son de la vérité qui atterrissait enfin là où elle devait être. Je ne voulais pas que ça en arrive là, ai-je murmuré. C'était ma fille. Gérard a hoché la tête, ralentissant la voiture à l'approche d'un feu. Et je suis sûr que vous l'avez bien aimée, mais parfois l'amour n'est que le papier qui emballe le poison. J'ai regardé par la fenêtre, quelque part derrière moi, Chloé avait peut-être remarqué que j'étais partie, ou peut-être pas. Mais devant moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un portail s'ouvrir, non pas une cage, une porte. Nous nous sommes arrêtés aux grilles juste après 11 heures. La Chênaie. C'était le nom. Le panneau était modeste, pas d'or, pas de chaîne, juste des lettres épurées sur une planche patinée. Mais le parc au-delà ressemblait à quelque chose d'une vie que je pensais appartenir à d'autres. Des hortensias en fleurs, un banc ombragé sous un saule, un bassin de carpe koi captant la lumière du soleil comme du verre. Gérard s'est garé et a coupé le moteur, laissant le calme s'installer. J'ai fixé l'entrée. Je ne suis pas prête, ai-je dit doucement. Pourquoi? A-t-il demandé. Pour vouloir ça. Il n'a rien dit, il a juste hoché la tête. C'est ce que j'aimais chez Gérard, il n'essayait jamais de combler le silence avec de la pitié ou de belles paroles. Il savait que certains moments méritaient de l'espace pour respirer. Nous sommes entrés dans le hall principal, et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. L'endroit sentait la mélisse et les petits pains fraîchement cuits, pas l'antiseptique, pas la tristesse. Ça sentait la vie. La réceptionniste, Léa, s'est levée pour nous accueillir, gentille et pas trop mielleuse. Vous devez être Éléonore, a-t-elle dit. Gérard a appelé. Il a dit que vous viendriez visiter aujourd'hui. Bienvenue. J'ai failli la corriger, visiter, sonnait si permanent, mais je ne l'ai pas fait parce que quelque chose en moi a murmuré, laisse faire. Nous avons d'abord visité la cour. Gérard marchait lentement à mes côtés, me laissant dicter le rythme. Nous sommes passés devant une petite bibliothèque, une salle de loisirs créatifs, même un cours de yoga pour seniors. J'ai regardé 2 femmes âgées rire en luttant pour enrouler leur tapis, et ça m'a frappé, elles n'étaient pas gérées, elles vivaient. Elles choisissaient. Chaque pièce avait de la lumière. Chaque couloir avait des fenêtres. Personne ne regardait par-dessus l'épaule de qui que ce soit. Personne ne demandait la permission de sortir. Quand nous avons atteint le bassin de carpe koi, je me suis arrêtée. Les poissons glissaient sous la surface, doux et sans but, comme s'ils n'avaient rien d'urgent à faire. J'avais l'habitude de m'asseoir près de l'eau comme ça quand j'avais besoin de réfléchir, ai-je dit. Avant tout ça. Vous le faites encore, a répondu Gérard. Gérard a dit que nous sommes restés assis un moment. Je n'ai pas parlé, j'ai juste existé. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas le problème de quelqu'un à résoudre. Je n'étais pas le casse-tête de Chloé. Je n'étais pas le portefeuille de Lucas. J'étais juste Éléonore. Quand nous sommes finalement retournés à l'intérieur, Léa nous a conduits dans un salon de thé tranquille et a apporté un plateau, 2 tasses, une petite assiette de cake au citron, une brochure. Rien de pressant, pas de discours, juste une offre douce. J'ai tenu la tasse à 2 mains, reconnaissante de la chaleur, et j'ai fixé la brochure. Là, en toutes lettres, se trouvait la chose que Chloé m'avait dit de ne même pas envisager. Un studio avec une kitchenette et un balcon, au mois, sans pression, prêt à emménager. Ne te fais pas d'illusions, avait dit Chloé une fois. Des endroits comme ça, c'est pour les retraités riches, pas pour les gens comme toi. J'ai relu le chiffre. Ce n'était pas donné, mais ce n'était pas impossible, pas si j'avais ce que j'avais avant, l'accès à mes propres comptes, mon mot à dire dans ma propre vie. Je ne sais pas si je peux me le permettre, ai-je dit tranquillement, plus pour moi-même que pour quiconque. Gérard a pris une gorgée de son thé. Alors découvrons-le. Mais d'abord, vous déposez plainte, une plainte pour abus de faiblesse. Je vais vous aider. Ce mot a atterri lourdement dans ma poitrine. Protection. Pas parce que j'étais fragile, mais parce que j'en avais fini de prétendre que je n'avais pas besoin d'être protégée de ma propre fille. J'ai regardé la brochure une dernière fois, puis Gérard. D'accord, ai-je dit. Commençons. Et juste comme ça, j'ai entamé un nouveau chapitre, un chapitre dont je détenais seul les clés. Sur la table de la cuisine de Gérard, j'ai étalé tous les documents qui me restaient. Carte de mutuelle, vieux relevé de compte, un dossier marqué sécurité sociale dont Chloé s'était moquée un jour pour son côté si analogique, et puis un bloc-notes, fin et jaune, strié aux endroits où j'avais griffonné chaque moment suspect dont je pouvais me souvenir. Je sais que c'est en désordre, ai-je dit, mais j'ai essayé de tout noter.
Gérard a ajusté ses lunettes de lecture. Le désordre ne me dérange pas. La vérité l'est souvent. Il a parcouru les premières pages, hochant lentement la tête. Des frais récurrents dans des magasins où vous n'allez pas. Un profil Netflix nommé Lucas Master. Des retraits PayPal à 3 heures du matin. C'est bien, vraiment bien. J'étais assise en face de lui, les mains croisées, le dos droit. Je ne me sentais plus petite, juste concentrée. J'avais quelque chose auquel il ne s'attendait pas, des preuves. La carte bancaire avait disparu, mais ma mémoire, non. Et maintenant que je regardais en arrière avec des yeux clairs, l'image devenait nette. Chloé avait pris le contrôle sous le couvert de l'amour, mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la stratégie. Avez-vous accès à une imprimante ? A demandé Gérard. J'ai hoché la tête. Dans l'ancien bureau d'Henri, toujours connecté au vieil ordinateur. Alors demain, nous scannerons ces pages, a-t-il dit. Je vous mettrai en contact avec un avocat spécialisé en abus financiers. Ils sont discrets. Ils ne s'occupent pas seulement des annulations bancaires. Ils construisent des dossiers de protection. Il a fait une pause. Mais nous devons agir vite. Une fois que Chloé réalisera que vous ne revenez pas, elle pourrait essayer de prendre les devants, surtout si les comptes sont toujours sous son contrôle. Ils le sont, ai-je dit, du moins certains d'entre eux. Mais le titre de propriété de la maison. Ma voix s'est éteinte. Oui. Gérard a levé les yeux. Il est à mon nom. Chloé l'a fait transférer avant mon opération. Elle a dit que ça aiderait pour les formalités de l'hôpital ITAL. Gérard a cligné des yeux, puis s'est penché en arrière. Vous voulez dire la maison dans laquelle elle vit ? Oui. Il a expiré un souffle qui ressemblait presque à un rire. Eh bien, ça change tout. Il s'est levé et a attrapé une petite boîte verrouillée sur l'étagère derrière lui. À l'intérieur se trouvait un ensemble de formulaires d'apparence officielle, avec des onglets qui dépassaient comme des dents. Vous devez faire des copies de vos documents, faire certifier chaque page par notaire. Si vous le pouvez, lister les dates exactes où Chloé a fait des retraits, c'est encore mieux. J'ai hoché la tête, attrapant déjà mon bloc-notes. Mon écriture était tremblante, mais ma mémoire était stable. Devrais-je l'appeler ? Ai-je demandé. La prévenir que je dépose plainte. Non, a dit Gérard fermement. Laissez les documents parler. Ils le diront mieux que vous ne le pourriez jamais. Cette phrase est restée gravée en moi. Laissez les documents parler, laissez-les porter tous les mots que. Je voulais hurler mais que je n'ai jamais osé. Laissez-les témoigner des années d'effacement silencieux, du vol enrobé d'étreinte, de l'étouffement déguisé en soins. Laissez-les dire ce que je ne pouvais pas. Vous avez essayé de me posséder, mais j'ai gardé les preuves. Cette nuit-là, j'ai scanné chaque page. J'ai trié des dossiers jusqu'à minuit. Mon dos me faisait mal, mes yeux me piquaient, mais je ne me suis pas arrêtée parce que j'avais maintenant un but plus grand que la survie. Maintenant, j'avais un dossier, et qu'il s'excuse un jour ou non, les archives resteraient, pour les avocats, pour les tribunaux, pour moi. Parce que je mettais enfin tout sur papier. La vérité qu'il n'avait jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour raconter. Chloé ne savait pas que j'avais encore le titre de propriété. Elle n'a jamais demandé, jamais pensé à le faire. Elle a simplement supposé que sa tutelle temporaire sur ma vie était devenue permanente, comme tout ce qu'elle s'était tranquillement approprié. Alors, quand elle est arrivée dans l'allée 2 jours plus tard et qu'elle a vu une inconnue dans son jardin avec un porte-bloc, j'imagine que cela a dû lui faire l'effet d'un bug dans son propre système, l'ordre parfait qu'elle avait construit se fissurant. L'inconnue était une agente immobilière, une femme nommée Carla. Je lui avais parlé la veille, recommandée par les relations de Gérard, professionnelle, discrète et pas du genre à bavarder. Chloé est sortie de sa voiture, déjà furieuse, j'en suis sûre. Je n'étais pas là, j'étais exactement là où je devais être, à 3 villes de là, sur le balcon ombragé de mon appartement temporaire à la Chênaie, un verre de thé glacé dans une main et un formulaire d'expertise immobilière dans l'autre. Gérard l'avait déposé ce matin-là. Je n'avais pas besoin d'être présente pour la tempête. J'avais juste besoin que les papiers arrivent en premier. Chloé m'a appelé, bien sûr, 3 fois de suite, directement sur ma messagerie. La 4e fois, j'ai répondu. Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Il y a une agente immobilière ici qui fait une visite de ma maison. Ta maison. Peu importe, a-t-elle dit. C'est toi qui as commandé l'expertise. J'ai attendu une seconde entière avant de répondre. C'est exact. Silence, puis venin. Tu n'es pas sérieuse. Je suis très sérieuse.
Je pouvais presque l'entendre faire les 100 pas. Tu ne vis même plus ici. C'est quoi, ça, une sorte de chantage affectif? Tu essaies de me mettre dans l'embarras? Non, ai-je dit simplement. Je reprends juste ce qui a toujours été à moi. C'est ma maison. Non, a-t-elle sifflé. J'ai répété, calme et absolu. C'est la maison que tu as. Dans laquelle tu squattes et que tu gères avec de l'argent qui n'a jamais été le tien. Je t'ai laissé jouer à la gardienne. Ce rôle est maintenant révoqué. Tu ne peux pas nous mettre à la porte. Je ne vous ai pas mis à la porte, Chloé. C'est toi qui m'as dit de partir. Le silence qui a suivi était comme une chute de neige doux mais suffocant. Elle n'avait aucune idée que je me souvenais de tout. Comment l'acte de propriété avait été transféré à mon nom sous prétexte d'aider avec les formalités médicales, comment j'avais tout signé à l'époque sans lire attentivement, lui faisant confiance. Mais j'avais lu une chose dont je me souvenais, je ne lui avais jamais donné une procuration complète. Donc, techniquement, légalement et moralement, la maison était à moi, et maintenant elle était en cours d'expertise, préparée pour la mise en vente, protégée d'elle. Chloé a finalement repris la parole, la voix basse et glaciale. Tu es cruel. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas défendu. Au lieu de cela, j'ai dit la seule phrase qui l'a réduite au silence. Je ne te manque que maintenant que j'ai dit non. J'ai mis fin à l'appel. Carla m'a envoyé un texto une demi-heure plus tard. Expertise terminée. La cliente, Chloé, a tenté d'interférer, mais je suis restée professionnelle. Fort potentiel de revente. On fait le point demain. Gérard a appelé plus tard aussi. Elle a essayé de m'appeler, a-t-il dit, a laissé un message vocal plein de menaces. Laisse-la menacer, ai-je répondu, parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de sa colère. Je n'étais même plus en colère moi-même, plus maintenant. J'étais quelque chose de plus effrayant, certaine. Certaine que l'amour sans respect n'est que de la possession. Certaine que la famille ne signifie rien quand elle est bâtie sur le contrôle. Certaine que même s'il ne me restait plus que ce fauteuil, ce thé, et mon nom sur un document légal, je serais toujours plus libre que je ne l'ai jamais été dans cette maison. Cette nuit-là, je me suis couché tôt, et pour la première fois depuis des années, j'ai verrouillé la porte, non pas parce que je craignais ce qui pourrait entrer, mais parce que j'avais enfin quelque chose qui valait la peine de rester dehors. Les portes d'entrée de la Chênaie sont en verre, lourdes mais élégantes. On peut voir dehors, mais personne n'entre sans y être invité. C'est pourquoi je n'ai pas tressailli quand j'ai vu Chloé arriver. J'étais assise dans la bibliothèque de la résidence ce matin-là, lisant un article sur l'abus financier des aînés que Gérard avait surligné pour moi. Mon thé était à côté de moi, intact, trop amer, mais les mots sur la page brûlaient encore plus fort. Et puis la réception a appelé ma chambre. Il y a une certaine Chloé qui demande à vous voir, a dit calmement la réceptionniste. Voulez-vous que nous la fassions entrer? Non, ai-je dit. Mais vous pouvez lui faire savoir que je regarde. Ils n'ont pas demandé pourquoi. Le personnel ici avait déjà vu ça, des enfants qui ne se montrent que lorsque leur nom est en jeu. Au lieu de répondre à l'interphone, je me suis glissée discrètement dans la véranda juste à côté du hall principal. De là, je pouvais tout voir sans être vue. Chloé se tenait dans le hall, jean moulant et chemisier rouge feu, faisant les 100 pas en petit cercle comme une lionne piégée dans une salle d'exposition. Son expression était pure incrédulité. Comme si l'air ici l'avait personnellement offensée. La réceptionniste s'est de nouveau approchée d'elle. Chloé a pointé le doigt dans ma direction, et j'ai vu le geste aussi clairement que le jour accusateur, vif. Elle ne savait pas que j'étais derrière la vitre teintée. Elle ne savait pas que pour une fois, c'était elle qui était à l'extérieur. J'ai reculé juste assez pour rester cachée. Non par peur, mais par choix. C'est un pouvoir que les gens comme Chloé ne s'attendent jamais à ce que vous repreniez. Pas le pouvoir de se battre, mais le pouvoir de les ignorer. 10 minutes se sont écoulées, et la sécurité est arrivée. Pas bruyante, pas agressive, juste ferme. Une femme en blazer bleu marine avec un badge s'est approchée et a parlé calmement à Chloé, qui maintenant gesticulait sauvagement. Sa bouche bougeait plus vite que son sens de l'ironie. Je l'ai regardée pointer à nouveau vers le présentoir à brochures, le plafond, peut-être l'air lui-même, n'importe quoi sauf vers l'intérieur. Finalement, elle a tourné les talons et est sortie en trombe. Les portes ont glissé et se sont refermées derrière elle comme un point final. Je suis retournée à ma place dans la bibliothèque. Le thé était froid maintenant, mais peu importe, car moi, je ne l'étais pas. Plus tard dans l'après-midi, Gérard est passé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a fait tout ce chemin juste pour se faire refuser l'entrée,
a-t-il dit en secouant la tête. Elle devait s'attendre à une version différente de vous. Elle s'attendait à l'ancienne version, ai-je dit, celle qui pensait que le silence signifiait la paix. Il a hoché lentement la tête. Cette version a disparu. Nous sommes sortis ensemble dans le jardin. Je portais un petit plateau avec 2 citronnades que le personnel avait laissées pour nous. Je n'avais pas besoin d'expliquer ce qui s'était passé. Il savait déjà. Je me suis installée sur le banc du jardin, celui que je préférais, celui avec le lierre grimpant sur ses pieds et la vue sur le bassin de carpe koi à quelques mètres de là. Une douce brise agitait les feuilles. Chloé était venue pour quelque chose, le contrôle, peut-être une confession, un retour en arrière. Elle est repartie avec rien, car je n'avais plus rien à lui donner. Pas de culpabilité, pas de permission, pas même mon attention. Et la paix que j'ai ressentie à ce moment-là ne venait pas de la victoire. Elle venait du bruit de pas qui s'éloignaient sans porte ouverte derrière eux. J'ai tendu la main vers celle de Gérard et l'ai serrée légèrement. Je ne pense plus avoir peur d'elle, ai-je murmuré. Il a souri. Ça veut dire qu'elle est vraiment partie. 2 jours plus tard, Gérard m'a appelé juste après le petit déjeuner. C'est le moment, a-t-il dit. Vous voulez toujours vendre la maison? Je n'ai pas hésité. Oui. Il m'a retrouvé 1 heure plus tard à la Chênaie, un dossier à la main. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété complet, ma pièce d'identité certifiée par notaire, et un formulaire de fiducie vierge mais prêt à protéger tout ce que Chloé pensait lui appartenir. Nous nous sommes assis sur la terrasse ensoleillée, les papiers étalés entre nous. Elle va péter un plomb, ai-je dit. Gérard a souri. Laissez-la faire. Quand on pète un plomb, on s'expose. J'ai signé ligne après ligne, paraphé, signé. Henri se serait moqué de la façon dont ma langue sortait un peu quand je me concentrais, mais ce n'était pas juste une vente, c'était une rupture. La maison où Chloé vivait, qu'elle revendiquait, dont elle se vantait, elle n'avait jamais été à elle. Elle avait peint les murs, bien sûr, acheté un canapé avec ma carte de crédit, oui, changé les poignées de porte, choisi le carrelage, mais la structure, les fondations, c'était mon nom. Ça l'avait toujours été. Nous avons déposé les papiers de la fiducie, transférant discrètement la propriété à la fiducie gestion irrévocable Éléonore Langlais. Non pas parce que je craignais un procès, mais parce que je voulais quelque chose de blindé que même une fille manipulatrice ne pourrait briser. Dès le lendemain, le titre de propriété a été transféré. Chloé ne le saurait pas encore, mais la loi, oui. Et j'avais autre chose en préparation. Avec l'aide de l'avocat spécialisé que Gérard m'avait recommandé, j'ai soumis une demande pour geler toutes les transactions liées à mon compte bancaire d'origine. Tout ce qui avait été traité au cours des 6 derniers mois serait signalé. L'avocat a demandé si j'avais des preuves à l'appui. J'ai 12 pages, ai-je dit, en lui tendant le journal où j'avais documenté les dates, les détails et les retraits. Il l'a parcouru, les sourcils se haussant à chaque page. Vous n'étiez pas seulement utilisé, a-t-il dit. Vous étiez exploité. Je n'ai pas scié parce que je le savais. Et maintenant la loi aussi. Je suis retournée à la Chênaie avec un sentiment inhabituel de légèreté. Pas de la joie, non, pas encore, mais il y avait quelque chose comme un souffle dans ma poitrine à nouveau, comme si je ne retenais plus tout juste pour rester poli. De retour dans ma chambre, j'ai sorti l'enveloppe qu'Henri m'avait laissée l'année avant de mourir. Je ne l'avais jamais ouverte, elle reposait au fond de ma boîte à souvenirs, avec son écriture. Seulement quand tu seras fatigué de faire semblant d'aller bien. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre, courte, juste quelques lignes. Éléonore, s'ils te font un jour te sentir plus petite que la femme que j'ai épousée, ne discute pas, n'explique pas, pars. Tu ne dois à personne le droit d'éteindre ta lumière. Utilise ce qui est à toi et assure-toi qu'il ne puisse plus te le prendre. En dessous, il y avait un chèque, non encaissé, de 10 000 €. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis j'ai ri. Un vrai rire douloureux qui m'a fait mal aux côtes. Il savait, même à l'époque. Henri avait su que le monde pouvait tourner, même la famille. J'ai appelé Gérard. Vous êtes occupé? Ai-je demandé. Pour vous? Jamais. Alors vendons une maison, ai-je dit, et ouvrons une fiducie qu'ils ne pourront pas toucher. Il a fait une pause. Vous êtes prête pour les retombées? J'ai regardé autour de ma chambre, le soleil entrant à flot, le bassin de carpe koi scintillant, mon foulard de bridge accroché à la chaise. Oui, ai-je dit, car cette fois, je ne réagis pas, je reconquiers. Et ce chèque? Je l'ai déposé cet après-midi-là, non pas parce que j'avais besoin d'argent,
mais parce que je voulais que le monde sache que je n'avais pas fini de construire. Chloé a toujours pensé qu'elle aurait le dernier mot. Elle comptait dessus, sa voix plus forte, ses textos plus longs, ses menaces enrobées de culpabilité et de fausses sollicitudes. Elle pensait que le silence était une reddition. Alors, quand la lettre est arrivée, épaisse, au ton juridique et avec des sceaux officiels, j'imagine qu'elle est restée longtemps sur le pas de sa porte avant de l'ouvrir. Et quand elle l'a fait, le bruit du verrou qui se referme a résonné sans que j'aie jamais eu à parler. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait le début de la fin. Une notification formelle du conseil juridique de la fiducie. Avec effet immédiat, Chloé Andrew n'est plus autorisée à accéder à aucun compte, propriété ou dossier financier appartenant à Éléonore Langlais. C'était court, professionnel, dépouillé, pas de blâme, pas de supplication, juste des limites. C'est ce qui l'a rendue folle. Elle m'a appelé 7 fois ce jour-là. Je n'ai pas décroché. La 8e fois, elle a laissé un message vocal. « Maman, c'est ridicule. Tu l'écoutes lui au lieu de ta propre fille. Est-ce que tu comprends seulement ce que tu fais? Tu es en train de jeter ta famille. » Famille, elle utilisait ce mot comme une armure, comme si cela devait suffire à effacer tout ce qu'elle avait fait. La pression, la manipulation, le vol. Mais la famille n'est pas une immunité, c'est un privilège, et elle l'a perdu au moment où elle a versé du café brûlant sur mes genoux en disant que c'était de ma faute. J'ai transféré le message vocal à Gérard, juste au cas où. Puis j'ai fait quelque chose de discret mais de puissant. Je ne lui ai rien envoyé. Pas de réponse, pas d'explication. J'ai laissé la lettre faire ce que je n'aurais jamais pu, tracer la ligne avec de l'encre, la loi et des conséquences dont elle ne pourrait pas se sortir en pleurant. Gérard a appelé ce soir-là. Elle l'a eu, n'est-ce pas? Oh, elle l'a eu, ai-je dit en sirotant une camomille dans mon mug ébréché préféré. On sait toujours quand il réalise que le pouvoir a disparu. Hilary. Vous n'avez même pas scié. Pourquoi l'aurais-je fait? Ai-je dit. J'ai déjà enterré la version de moi qui se serait justifiée. Cette nuit-là, j'ai dormi les fenêtres ouvertes. L'air sentait la pluie, et dans mes rêves, je ne me cachais pas. Je me tenais au milieu de cette maison, ma maison tenant un trousseau de clés que je n'avais jamais donné. Chloé n'était nulle part en vue, pas de cris, pas de supplications, juste des échos. Le lendemain matin, j'ai trouvé une petite enveloppe blanche glissée sous ma porte à la Chênaie, manuscrite, sans adresse de retour. Je savais que c'était elle. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai déchirée en deux et l'ai jetée directement dans le destructeur de documents à la réception, parce que cette fois, je n'étais pas curieuse. Cette fois, je n'avais pas besoin de l'entendre dire qu'elle était désolée, seulement pour que cela soit suivi de « mais j'ai besoin d'eux ». Cette fois, je faisais plus confiance au silence qu'à ces mots, et le silence, quand il est choisi, est une force en soi. Plus tard dans l'après-midi, Gérard est passé avec quelques papiers à examiner, des mises à jour de la fiducie, une liste de comptes protégés et quelques numéros de téléphone au cas où j'aurais besoin d'un contact direct avec la police ou l'administrateur de la fiducie. Alors que je signais le dernier formulaire, il m'a regardé. « Vous savez, a-t-il dit, vous avez fait quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais l'occasion de faire. Qu'est-ce que c'est? Vous avez mis fin au cycle, pas avec un grand bruit, pas avec un cri, mais avec une porte verrouillée et un nom blanchi. » Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, et pour la première fois depuis la mort d'Henri, je me suis permis de croire que j'étais enfin rentrée chez moi, en moi-même. C'est arrivé un jeudi, juste après le déjeuner, quand les couloirs de la Chênaie étaient calmes et que le soleil jetait cette douce lueur dorée sur tout, comme il le faisait toujours juste avant que le bassin de Carpe Coi ne s'illumine. J'étais assise sur un banc de jardin avec Marguerite, nos mains posées sur le même plaid plié entre nous. Nous venions de terminer notre conversation habituelle sur le calendrier du tournoi de bridge et sur le fait qu'aucune des nouvelles dames ne battait les cartes correctement. Gérard devait nous rejoindre bientôt, et c'est là que je les ai vus, Chloé et Lucas remontant le chemin de briques incurvé qui menait à l'entrée principale. La démarche de Chloé était furieuse et trop rapide, Lucas traînant derrière avec cette allure avachie et suffisante qui me retournait l'estomac avant même que je me souvienne de l'incident du café à 5000 €. Il venait pour une confrontation, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais plus rien à perdre. L'agente de sécurité les a repérés en premier. Doris, avec son regard perçant et sa posture stable, est sortie de derrière la réception. Avant même qu'il ne puisse toucher la porte, j'ai vu Chloé gesticuler sauvagement, pointant du doigt au-delà de Doris vers le jardin arrière. Lucas a fourré ses mains dans la poche de son sweat à capuche et a levé les yeux au ciel. Doris est restée ferme. Je ne me suis pas levée, je n'ai pas couru, je n'ai même pas tressailli.
Marguerite a jeté un coup d'œil vers l'entrée et s'est raidie. J'appelle Gérard. Non, ai-je dit. Laisse-la me voir calme. Je voulais que Chloé voie à quoi ressemblait la paix quand elle ne mendiait pas son approbation. Elle m'a finalement repéré à travers la vitre et a tenté de forcer le passage. Doris s'est interposée. Chloé a haussé le ton. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais leur forme m'était familière. La rage, le désespoir, ce cocktail étouffant de contrôle qui lui glissait entre les doigts. Lucas m'a finalement remarqué aussi. Ses yeux ont croisé les miens, et pendant une seconde, je l'ai vu, pas de la culpabilité, pas de l'amour, mais de la panique. Non pas parce que je lui manquais, mais parce que l'argent avait disparu et que je n'allais plus me laisser traire. Doris a levé une main, puis a pointé fermement vers le parking. Chloé a levé les bras au ciel. Lucas a marmonné quelque chose et a fait demi-tour. Bien, que le garçon prenne les devants pour une fois. Chloé est restée là un instant de plus, les bras raides le long du corps, le visage pâle de colère, et pendant un très bref instant, ses lèvres ont tremblé. Elle a articulé quelque chose. « Maman !» Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas fait de signe, je ne me suis pas levée. Je suis restée là, sur ce banc, tenant la main de Marguerite, enveloppée dans le même plaid qu'Henri avait l'habitude de draper sur mes épaules quand je m'endormais sur le canapé devant les rediffusions de des chiffres et des lettres. Ils sont partis. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'il ne soit plus que de petites ombres sur l'allée, jusqu'à ce que le moteur gronde et que la voiture s'éloigne, comme si elle n'avait pas autrefois contenu toute ma vie. Marguerite a expiré. Vous n'avez même pas cligné des yeux. J'ai souri. Je leur ai déjà dit au revoir, ils commencent juste à l'entendre. Plus tard, Gérard est arrivé avec un sachet de scone et un petit bouquet de fleurs de son jardin. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a hoché la tête. Ils essaieront encore. Je sais, ai-je dit, mais moi, non. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal. Quand ils sont venus avec fureur, je suis restée en paix. C'est comme ça qu'on sait que c'est fini, quand on n'a plus besoin de crier en retour. J'ai arraché la page et l'ai glissée dans un petit cadre à côté de mon lit, car la prochaine fois qu'ils viendront chercher une réaction, tout ce qu'ils trouveront sera le reflet d'eux-mêmes de l'autre côté d'une porte verrouillée. Elle est arrivée 2 jours plus tard, une petite enveloppe ivoire, adressée à la main, déposée dans ma boîte aux lettres à la Chesnay. L'écriture était sans équivoque, une cursive parfaite, juste assez inclinée pour feindre l'élégance, celle de Chloé. Je l'ai fixée pendant une minute entière, non pas parce que je ne savais pas ce que c'était, mais parce que je le savais. Marguerite m'a vue, immobile dans le hall, la lettre dans une main, le café dans l'autre. D'elle, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Tu veux que je l'ouvre pour toi? Non, ai-je dit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre voie ce mensonge. Je ne l'ai pas ouverte là. Je l'ai montée, je l'ai posée sur le petit bureau où Henri s'asseyait, et j'ai attendu que le soleil frappe la fenêtre du fond, exactement comme lorsque je l'aidais avec ses impôts et les lettres à ses copains de régiment. Puis je me suis assise, j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai ouverte. Le premier mot, maman. Pas cher, pas je suis désolée, juste maman, comme si elle avait encore ce droit. Le premier paragraphe était exactement ce à quoi je m'attendais. Quelques tentatives tremblantes de regret, comment les choses avaient dérapé, comment elle n'avait jamais voulu me faire sentir mise de côté, comment tout était arrivé si vite. Elle a utilisé le mot « malentendu » comme un pansement. Puis est venue la vraie raison pour laquelle elle écrivait. Ligne 3. On a du mal en ce moment, les factures s'accumulent. Lucas n'a finalement pas obtenu le prêt pour la voiture. Le voilà, l'appel à l'aide, comme toujours. Les excuses n'étaient qu'un appât, et j'étais censée l'avaler tout rond parce que c'est ce que je faisais avant. Parce qu'il fut un temps où je croyais aux secondes chances sans preuve. Mais je n'étais plus la même femme qui avait laissé Chloé réorganiser son courrier en appelant ça de la gentillesse. Je n'étais plus la femme qui adoucissait chaque instinct juste pour maintenir la paix. J'avais fait la paix avec autre chose maintenant. Le fait que toutes les filles ne sont pas des bénédictions. Certaines sont des avertissements. La lettre se terminait par « Peut-être qu'on pourrait parler. Tu me manques vraiment. Tu nous manques à tous. » J'ai refermé la page et j'ai de nouveau regardé l'enveloppe. Elle était épaisse, comme si elle avait joint quelque chose. J'ai glissé la main à l'intérieur. Le voilà. Un chèque personnel à mon nom, tiré d'un des comptes joints qu'elle avait autrefois créés pour soi-disant simplifier les choses. Non encaissé, légèrement déchiré dans le coin, 3500 € avec la mention « Réparation voiture ». Je ne l'avais pas écrit, mais mon nom y était imprimé noir sur blanc. Elle avait dû le garder ou le falsifier, ou les deux. Je n'avais pas besoin de savoir lequel.
Tout ce que je savais, c'est que ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était un appât agité avec une fausse larme et une signature familière. J'ai plié le chèque en deux, puis encore en deux, puis encore jusqu'à ce qu'il disparaisse dans ma paume comme chaque fausse promesse qu'elle avait jamais faite. Je l'ai apporté directement au destructeur de documents, sans un mot, sans un tressaillement, juste du papier se transformant en poussière. J'ai laissé l'enveloppe ouverte sur mon bureau, la laissant là comme une carcasse, un rappel que toutes les lettres ne sont pas destinées à recevoir une réponse. Quand Gérard est passé plus tard dans l'après-midi avec son habituel cake au citron, il l'a vu et a haussé un sourcil. Elle a encore essayé. Je lui ai tendu la moitié restante de la lettre. Il l'a lue en silence, puis me l'a rendue. Elle pense toujours que vous êtes une proie facile. Plus maintenant, ai-je dit. Cette nuit-là, je n'ai pas écrit dans mon journal. Je n'en avais pas besoin car la phrase s'était déjà écrite d'elle-même dans ma tête. Peu m'importe ce que tu voulais dire, ce que tu as fait était suffisant. L'appel est arrivé juste après l'aube. J'étais levé tôt, observant les carpes coy à travers la brume matinale, une tasse d'eau chaude infusant à côté de moi. La voix de Gérard était calme mais ferme. La fiducie a signalé un autre chèque falsifié. Même compte, même signature. Mais ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Je sais, ai-je dit. Elle m'en a envoyé un la semaine dernière. Il y eut une pause. Eh bien, dit-il, maintenant la banque le sait aussi. Il s'est avéré que Chloé avait tenté une dernière fois de puiser dans mes anciens comptes, mais cette fois, les verrous de protection de la fiducie s'étaient refermés, et la banque avait des preuves. Retrait, signature, email depuis son adresse IP, et même un message vocal qu'elle avait laissé à un conseiller pour demander quel était le solde de sa mère, comme si elle avait encore un quelconque droit sur mon nom. Elle n'était pas subtile, elle était désespérée. Gérard a poursuivi. L'avocat spécialisé en abus financiers a déposé une plainte auprès de la brigade de protection des majeurs. Elle est en cours d'examen par les enquêteurs au moment où nous parlons. Ma poitrine ne s'est pas serrée, elle s'est dilatée, car je savais enfin que je n'avais pas seulement échappé, j'avais tendu le piège. Quelques heures plus tard, 2 officiers en civil se sont présentés à la Chênaie, non pas pour Chloé, mais pour un entretien discret avec moi. Courtois et doux, l'un prenait des notes tandis que l'autre posait des questions sur mes dossiers, mon journal, l'historique des retraits. Je leur ai remis des copies de tout, détaillées et surlignées. J'étais prête. Quand ils sont partis, le plus jeune officier a dit « Vous n'êtes pas la première, Madame Langlais, mais vous êtes l'une des rares à l'avoir vu assez tôt. » J'ai failli le corriger. Ce n'était pas tôt, c'était juste assez tôt. À midi, j'avais reçu la confirmation que Chloé faisait l'objet d'une enquête pour abus de confiance, fraude envers une personne vulnérable et faux en écriture. Lucas aussi avait été mentionné dans au moins une transaction signalée. Je ne me suis pas réjouie, mais je n'ai pas non plus pleuré. Je me suis assise dans le jardin et j'ai pensé à chaque fois qu'elle m'avait dit « Tu as de la chance de m'avoir », tout en réorganisant ma vie entière en quelque chose qui la servait, elle. Elle m'avait toujours traitée comme une porte verrouillée dont elle détenait déjà les clés. Elle n'avait jamais pensé que je changerais les serrures. Mais je l'avais fait. Marguerite est passée plus tard dans l'après-midi avec un cake à la banane encore chaud et 2 tasses de tisane au gingembre. Elle savait. Tout le monde à la Chênaie savait maintenant, non pas parce que je leur avais dit, mais parce qu'ils avaient vu la tempête arriver et m'avaient vu rester assise tout au long. « Tu penses qu'elle sera arrêtée ?» demanda doucement Marguerite. « Je ne sais pas, ai-je dit, et ce n'est plus à moi de décider. » C'est à ça que ressemblait la liberté, non pas la vengeance, mais la distance. Chloé avait déjà perdu la seule chose qu'elle ne pouvait pas contrefaire, l'accès. L'accès à moi, à mon nom, à mon esprit, à ma vie. Elle n'avait pas seulement perdu de l'argent, elle avait perdu la partie. Parce que quand vous pariez sur le silence de quelqu'un et qu'il se met enfin à parler, c'est le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été en train de gagner. Plus tard dans la nuit, Gérard et moi étions assis sur la terrasse arrière sous un large ciel marine. Il nous a versé un petit verre de vin et a dit « Elle vous a sous-estimé à chaque étape. » Je me suis sous-estimé aussi, ai-je répondu. Il a levé son verre. À la réévaluation. Nous avons trinqué, et j'ai dit quelque chose que je n'avais pas dit depuis des années mais que je savais enfin être vrai. Je suis en sécurité. Pas seulement de Chloé, mais du besoin de me justifier auprès de quiconque a un jour pensé que ma gentillesse signifiait une reddition. Cette nuit-là, j'ai de nouveau dormi la fenêtre ouverte, et quand le vent s'est levé, il ne sonnait pas comme un avertissement, il sonnait comme des applaudissements.